premier thème, sans attendre, l'insuffisance cardiaque. En effet, le premier thème que nous avons retenu est le thème de l'insuffisance cardiaque. Et nous allons écouter tout de suite Wilfried Mullens, qui est un cardiologue belge, qui a présenté cette étude randomisée de l'ajout de l'acétalosamide dans le traitement d'épisodes d'insuffisance cardiaque décompensée aiguë. Sans plus attendre, nous écoutons Wilfried Mullens. ADFOR was a trial in acute decompensated heart failure patients, where we prospectively, in a multi-center, randomized, placebo-controlled fashion, examined the effect of standardized intravenous loop diuretic therapy plus placebo versus standardized intravenous loop diuretic therapy plus acetazolamide, a very old drug that blocks sodium reabsorption in the proximal parts of the kidney. The primary endpoint was decongestion after 3 days of therapy. The primary endpoint was extremely positive, with a p-value of 0.009 and a 46% improvement in decongestion rates. So significantly more patients were decongested after 3 days with the combination therapy. The therapy was so impressive that it also led to a reduction in hospitalization for at least 1 day. And at the moment of discharge, it was still beneficial. The p-value at discharge was still 0.001. That means that the time that you lose initially, you cannot make up, because there seems to be an incremental benefit of the drug over consecutive days. We need to treat heart failure, acute heart failure, aggressively and acutely. And the interventional guys are always talking by door to balloon time. We will now post the other sentence, which is door to double diuretic time. Double diuretic combination of a loop diuretic therapy plus acetazolamide. Une étude particulièrement impressionnante qui a été publiée en même temps dans le New England Journal. Et je vais donc demander à notre spécialiste de l'insuffisance cardiaque sur le plateau, Damien Lejard, quel est pour vous l'impact clinique de cette étude? Merci Christophe. Oui, c'est une étude qui est très utile sur un sujet clé dans notre pratique, à savoir comment optimiser le traitement diurétique chez un patient hospitalisé pour une décompensation. Ici, on parle de patients tout venants, pas de patients très sévères avec une résistance aux diurétiques. Vraiment les patients tout venants. Et on sait que le pronostic à moyen terme de ces patients dépend en grande partie de l'efficacité de la décongestion avant la sortie. Et en pratique, il y a quand même pas mal d'inertie sur cette partie du traitement. Alors, donc, les résultats de cette étude montrent qu'une stratégie agressive qui combine 2 diurétiques par voie intraveineuse qui agissent à des sites différents de la réabsorption du sodium, comme vient de le rappeler Wilfried Mullens, c'est plus efficace qu'un seul diurétique, en l'occurrence le furosémide intraveineux, plus efficace pour augmenter la diurèse et pour diminuer plus rapidement, en tout cas, les œdèmes. Alors, le deuxième diurétique ici est l'acétazolamide, utilisé par voie veineuse avec une seule dose. C'est un vieux médicament, comme ça a été rappelé également, qui est pas cher, qui est bien toléré. Et c'est vrai que quelque part, chacun d'entre nous pourrait facilement s'approprier ce type de stratégie un peu plus agressive que ce qu'on a l'habitude de faire. Juste 2 petites réserves peut-être. Bon, on ne sait évidemment pas exactement si cela se traduira obligatoirement par un bénéfice clinique à 3 mois, par exemple. Et puis, on peut se poser la question maintenant de l'efficacité de 2 diurétiques en sus d'une glyphosine qu'on a tendance maintenant à utiliser très précocement et qui a également une action diurétique. Une question de notre auditoire en ce qui concerne l'évaluation de la congestion, parce que Wilfried nous a montré qu'il y avait une diminution de la congestion, mais comment celle-ci était-elle évaluée au cours de cette étude? Dans l'étude, elle a été évaluée très simplement par un score clinique avec 4 grades qui considérait la présence d'œdème, la présence de crépitants, etc. Donc, c'était purement clinique. Il y avait également une évaluation du volume de diurèse et de la natriurèse sur les 3 premiers jours. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler que la natriurèse sur échantillon, toute bête, pendant les premiers jours, c'est un indice qui est quand même très utile et qui est insuffisamment utilisé pour évaluer l'efficacité initiale du traitement diurétique. Alors, une question très pratique sur l'acétalosamide.
Y a-t-il des contre-indications? L'insuffisance rénale, par exemple, est-elle une contre-indication à l'utilisation de ce diurétique en plus du diurétique de Lens? Non, ce n'est pas une contre-indication. Après, dans l'insuffisance rénale, comme pour les thiazidiques, les diurétiques de Lens, ça perd un peu de son efficacité natriurétique, mais ce n'est pas une contre-indication en tant que telle. Et dans cette étude, il n'y a pas eu d'effets secondaires observés, notamment en termes de désordre ionique, hypokaliémie, acidose, etc. Donc, probablement sur des périodes de traitement très courtes, le risque, notamment de désordre ionique, est vraiment très faible. Merci beaucoup, Damien. Nous allons passer à la deuxième étude qui avait été présentée. Une petite question, Christophe. Une petite question à Damien. La dose, c'était combien? 500 mg, non? Oui, c'est 500 mg, une dose unique, 3 jours de suite. Parfait. Merci. Donc, deuxième étude qui était aussi très attendue, une étude sur la revascularisation percutanée dans l'insuffisance cardiaque ischémique à fraction d'éjection réduite. Et cette étude Revive BCIS2 était présentée par le docteur Pereira, que nous allons écouter tout de suite. The question we were trying to answer was whether we can look at patients with ischemic cardiomyopathy, patients with severe coronary artery disease and marked left ventricular dysfunction, and improve their survival by treating their coronary disease with percutaneous coronary intervention. This is something that we often do around cardiac units around the world, but without any real evidence to support it. The ESC guidelines currently give it a 2A recommendation, but with a level of evidence C, so we don't know. Therefore, we designed a trial which took patients with an ejection fraction less than 35%, extensive coronary disease, demonstrable viability on cardiac MRI or stress echo, and then randomized 700 patients to either have optimal medical therapy alone or optimal medical therapy and PCI. And the headline result is that, firstly, our patients have a very high event rate. Overall, in the control arm, in the OMT arm, about 40% of patients were either hospitalized with severe heart failure or died during a median of about 3.5 years of follow-up. But doing PCI doesn't seem to reduce that risk. The event curves were exactly the same throughout. There's no signal of harm from PCI either. There's no excess mortality or hospitalization rate, but it doesn't seem to be of benefit. Our major secondary endpoint was left ventricular ejection fraction at 6 months and 1 year, because improvement in LV function was how we thought patients got benefit, but actually even left ventricular function wasn't significantly different between the two groups. Des résultats qui nous ont peut-être tous un peu surpris. Et je voudrais demander à Damien à nouveau, est-ce que c'était des résultats qui étaient attendus au vu de la littérature existante dans ce domaine? Non, pas forcément, parce que effectivement, il y a quand même un rationnel important, quoi. Revasculariser un ventricule gauche défaillant bécable. Et puis d'ailleurs, en pratique, chacun d'entre nous fait revasculariser ce type de patient, et le plus souvent même par angioplastie, donc on est un peu désappointé de ce résultat. Alors dans la littérature, on avait quand même déjà une étude randomisée chez exactement le même type de patient, l'étude de Stich, qui date d'un peu plus de 10 ans, et qui avait montré, elle, un bénéfice de la revascularisation par pontage, en sachant que c'est un bénéfice qui n'apparaissait que de façon retardée, parce qu'il y avait une surmortalité liée à la chirurgie sur les premières semaines, bien sûr. Les bénéfices apparaissaient vers la 5e année. Mais là, ici, il n'y a pas de surmortalité, comme l'a rappelé l'investigateur principal, avec pas de surmortalité liée à l'angioplastie, ouf, mais aucun bénéfice après plus de 3 ans de suivi. Et pour enfoncer le clou, il n'y a même aucun bénéfice sur la FEVG, donc c'est quand même un peu inattendu, je trouve. Alors peut-être que le traitement médicamenteux maintenant a fait tellement de progrès qu'il devient plus difficile de faire plus sur la FE et le pronostic. Peut-être qu'il y a des failles dans l'étude. Et là, pour l'instant, on manque un peu de détails quand même sur la façon dont les choses ont été faites en termes de revascularisation, type de lésion coronaire, etc. Merci Damien. Je vais passer la parole à Jean-Philippe Collet, bien sûr, cardiologue interventionnel, dont c'est le cœur de métier de dilater des coronaires.
Et alors, surpris, Jean-Philippe, et puis est-ce que ça a un effet sur les symptômes? Parce que certains patients étaient quand même symptomatiques sur le plan coronarien. Alors, surpris, oui et non. La première chose, quand même, c'est une étude qui manque de puissance, hein, puisque le nombre d'événements attendus était largement inférieur à ce qui a été vu dans la réalité. La deuxième chose, ce sont des patients hyper sélectionnés, et on voit que ce sont des patients qui sont très polysymptomatiques, tant sur le plan de l'insuffisance cardiaque que sur l'angine de poitrine. Et je pense que les patients avec séquelles d'infarctus inférieur et sténose cérébrale proximale n'ont pas participé à ces essais, hein, puisque c'était à la discrétion des investigateurs. Donc, il y a eu quand même une sélection énorme en amont. Deux autres points, il y a quand même 10% de revascularisation dans le groupe traité médicalement sur les 3 ans de suivi. Et enfin, il y a 10% d'infarctus spontanés chez ces mêmes patients dans le groupe qui était randomisé dans le traitement médical. Donc, il va y avoir probablement un impact sur eh bien, la façon dont on traite nos patients. Mais je pense que les patients qui sont hyper symptomatiques, hyper anginés, on continuera à les dilater. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Eh bien, maintenant, je vais passer la parole à Serge, qui va nous présenter une autre étude qui était extrêmement attendue dans le domaine de l'insuffisance cardiaque. Oui, alors non seulement l'étude, mais la session portant sur les inhibiteurs de SGLT2 était particulièrement attendue, avec DELIVER bien sûr, mais avec aussi les 2 méta-analyses, celle associant DAPA-HF et DELIVER, et puis celle associant les études dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, autrement dit DELIVER et Emperor Preserve. Allons-y pour DELIVER. Simultanément à leur publication dans le New England Journal of Medicine, Scott Solomon présentait à Barcelone les résultats de l'étude DELIVER. 6263 patients présentant une insuffisance cardiaque symptomatique et une fraction d'éjection du ventricule gauche supérieure à 40% ont été inclus dans l'étude DELIVER pour recevoir, en plus de leur traitement, 10 mg par jour de dapagliflozine ou un placebo. Les patients pouvaient déjà avoir eu une FEVG inférieure à 40%, et l'inclusion avait lieu en ambulatoire ou pendant la phase d'hospitalisation. Les patients inclus étaient âgés en moyenne de 72 ans, 44% d'entre eux étaient des femmes, la FEVG moyenne à l'inclusion était de 54% et 18% d'entre eux avaient une insuffisance cardiaque à FEVG améliorée. 42% des patients étaient en fibrillation auriculaire à l'inclusion et 45% étaient diabétiques de type 2. Le critère principal de DELIVER était la mortalité cardiovasculaire et l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Après un suivi médian de 2,3 ans, 610 événements ont été rapportés dans le groupe placebo et 512 dans le groupe dapagliflozine, soit une réduction de 18% du risque de décès ou d'aggravation de l'insuffisance cardiaque, avec un petit p à 0,0008. Le bénéfice observé était principalement lié à une réduction de 21% du risque d'aggravation de l'insuffisance cardiaque, la réduction de la mortalité cardiovasculaire n'étant pas statistiquement significative. Ce bénéfice a été homogène dans les différents sous-groupes, et en particulier dans les 3 groupes de fraction d'éjection ventriculaire gauche, entre 40 et 49%, entre 50 et 59%, et dans celui de plus de 60%. Cela a aussi été le cas que l'inclusion ait eu lieu dans les 30 jours d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou dans le groupe des patients à FEVG amélioré. Alors Damien, cette étude inscrit dans notre pratique maintenant l'efficacité des inhibiteurs de SGLT2 chez les patients ayant une fraction d'éjection préservée. On avait un petit doute au-delà de 60% avec Emperor Preserve, et ici, dans DELIVER comme dans les méta-analyses, ce doute est levé. Donc, on peut penser que quelle que soit l'insuffisance cardiaque, les inhibiteurs de SGLT2 apportent un bénéfice, même si ces insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée sont très hétérogènes.
En tout cas, dans le résultat de ces études, c'est que le bénéfice, hein, il est quand même très homogène, hein, surtout le spectre de SEVG, hein, dans tous les sous-groupes, comme ça a été rappelé, hein, que les patients soient diabétiques, pas diabétiques, gros, maigres, sans rénaux, hypertendus, etc. Donc, on voit assez peu de failles, hein, dans le spectre des patients qui pourraient ne pas profiter de ce type de traitement. La seule réserve, peut-être, c'est sur les cardiomyopathies hypertrophiques ou infiltratives, type amylose, qui, a priori, n'étaient pas trop inclus, en tout cas dans ce type d'études. On ne sait pas vraiment si cette classe est efficace. On sait que les autres classes thérapeutiques d'insuffisance cardiaque ne marchent pas vraiment dans ce type de pathologie. Donc, pour les glyphosines, il reste cette réserve, en sachant que c'est quand même un traitement qui joue beaucoup sur l'aspect congestif, hein, plus que sur la progression elle-même de la maladie. Donc, à partir du moment où le patient a de la congestion, hein, quel que soit son type d'insuffisance cardiaque, il semblerait quand même qu'on ait toujours un bénéfice. C'est quand même pas l'essentiel chez les patients qui ont une fraction d'éjection préservée. Donc, voilà, on peut se poser quand même des questions. Alors, Erwan, est-ce que ça vaut le coup de mesurer encore la fraction d'éjection? Bonsoir, je pense que oui quand même, dans la mesure où c'est quand même important de phénotyper correctement nos patients et certes les glyphosines sont prescrites précocement lors d'une décompensation et chez le plus grand nombre des patients qui ont des signes congestifs d'insuffisance cardiaque, mais on a d'autres traitements qui sont fondamentaux et qui ne sont pas les mêmes en fonction du type d'insuffisance cardiaque auquel on a affaire. Donc je pense qu'il est fondamental de réaliser l'examen d'imagerie nécessaire pour faire le diagnostic du phénotype de la cardiopathie et adapter le traitement, même si, bien sûr, la glyphosine est maintenant incontournable dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée comme insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Autrement dit, on pourrait débuter le traitement par inhibiteur de SGLT2 sur la base des signes cliniques et ensuite préciser les choses par l'imagerie. En fait, c'est vrai que je constate que c'est ce qu'on fait un peu dans le service, hein, c'est-à-dire que les plus jeunes d'entre nous en particulier ont tendance à très facilement prescrire la glyphosine du fait de sa facilité d'emploi et le fait qu'il n'y a qu'une seule dose. Et donc, on va commencer par ce médicament dès la phase congestive en mettant l'Entresto et autres bêta-bloquants et anti-aldostérone dans un second temps. Alors, je ne dis pas que c'est 3 semaines après, hein, mais c'est juste dans la suite. Mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à commencer par ce médicament dès la phase congestive. Oui, c'est une pratique qui va se généraliser. Alors, Atul, inhibiteur de SGLT2, ça marche comment? Eh bien, c'est un mystère, mais on va dire qu'il y a des hypothèses simples. L'effet métabolique avec l'augmentation des corps cétoniques qui favorise une amélioration de la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque, l'effet sur les volumes, l'effet sur la natriurèse. On va dire ça, c'est le socle des 3 effets qui sont attendus. Il y a aussi des effets trophiques. Ces médicaments s'opposent à la fibrose cardiaque, à l'hypertrophie cardiaque et à la rigidité artérielle. Et enfin, ce sont des médicaments qui s'opposent à l'hyperactivité des systèmes délétères. On sait que ces médicaments réduisent l'hyperactivité sympathique ou l'hyperactivité du système rénine-angiotensin-aldostérone. Donc finalement, un grand nombre de faisceaux d'action qui pourraient expliquer ce bénéfice de cette classe. Une question pour toi, Atul. Merci. Dans l'étude Deliver, les patients qui avaient une fraction d'éjection supérieure à 60% tiraient bénéfice de la dapagliflozine, ce qui n'était pas vraiment le cas en propre réserve. Est-ce qu'on a une explication là-dessus? Je crois qu'Erwan a en partie répondu à cette question. Je crois que la fraction d'éjection, c'est un élément du phénotypage du patient, mais ensuite, la prépondérance de la dysfonction rénale, des altérations métaboliques ou des anomalies structurelles peuvent expliquer que pour une fraction d'éjection donnée, dans certains essais, certains patients tirent un bénéfice plus important que d'autres. Mais le message fort pour les cliniciens qui nous écoutent, et je vois les questions, c'est que finalement aujourd'hui, indépendamment de la fraction d'éjection, cette classe de médicaments a sa place pour protéger les patients et éviter les événements, finalement, dans des fractions d'éjection réduites et dans des fractions d'éjection qui se normalisent. Ça, c'est un point important parce que dans Empereur Préserve, on n'avait pas ces fractions d'éjection secondairement améliorées, et là, ça marche aussi. Donc, c'est particulièrement intéressant. Alors, une question qui vient de notre auditoire, est-ce que
ces inhibiteurs de SGLT2 vont être ou ont été évalués en post-infarctus, en plus du traitement habituel? Alors, ils sont en cours d'évaluation dans le post-infarctus. C'est le même schéma de développement que pour les autres classes thérapeutiques. Donc, il y a des essais en cours dans le post-infarctus avec dysfonction VG ou insuffisance cardiaque. Donc, on va voir ce que ça donne. Des résultats attendus, plutôt un petit peu décalés, pas vers 2024. Donc, les inhibiteurs des SGLT2 n'ont pas fini de faire parler d'eux. Juste une dernière question, Damien. Quand on instaure ce traitement, est-ce qu'il faut jouer sur la dose de diurétique? Alors, on avait dit la même chose pour le sacubitril/valsartan, qu'il fallait diminuer le diurétique à l'introduction de cette molécule, parce que il y a un petit effet, il y a un effet diurétique. On ne sait pas, il n'y a pas de recommandation en tant que telle. Dans les essais, on n'a pas vu de signaux sur les doses de diurétique. Il n'y a pas eu de signaux sur le risque d'insuffisance rénale aiguë, par exemple, même l'inverse. C'est un effet plutôt protecteur sur cet aspect-là. Donc, en tout cas, moi, dans ma pratique, je ne diminue pas la dose de diurétique, sauf, et ça sera peut-être le cas pour l'insuffisance cardiaque un peu préservée, chez des patients très âgés, très fragiles. Si on introduit le traitement au mois d'août, quand il fait 40 degrés, après, il va y avoir un petit peu de bon sens à garder par rapport à cette classe thérapeutique qui a un petit effet, en tout cas, qui a un effet diurétique, en tout cas dans les premiers jours. Mais Merci. Pas de recommandation à donner à tout le monde.